disparition des proches. Il est 17h59 tout pile. Je me permets de souhaiter la bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent en direct. Je vous souhaite évidemment à tous le meilleur pour cette année 2026 qui débute aujourd'hui. Mais malheureusement, la place n'est pas aux réjouissances. Édition spéciale sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Donc, quelques heures après ce drame qui a frappé la station de Crans-Montana en Suisse. Terrible théâtre d'un terrible incendie donc, qui a ravagé un établissement de fête. On parle d'une quarantaine de personnes décédées alors qu'une conférence de presse est encore en cours à Sion dans le canton du Valais. 115 blessés grièvement pour la plupart. Et si vous nous rejoignez, donc on apprend à l'instant que le pays est en deuil avec une mise en berne des drapeaux pour les 5 jours qui viennent. Une des pires tragédies de l'histoire suisse, disait le président de la Confédération il y a un instant. Beaucoup de ressortissants étrangers également font partie des victimes. Georges Fenech est avec nous notamment en plateau. Georges, on a bien compris à l'issue des quelques minutes de conférence de presse, et on entendra peut-être d'autres prises de parole dans un instant, l'identification des corps est la priorité. La médecine légale est mise en avant alors que l'enquête ne fait que débuter. Oui, là on est à un stade d'enquête flagrante, comme on dit. Les Suisses ont à peu près la même procédure judiciaire qu'en France. Donc il y aura un temps de la flagrance, c'est le procureur général du canton donc, qui sera chargé de l'enquête, mais il y aura très rapidement des instructions qui vont être saisies et qui vont ordonner de multiples expertises pour l'identification des corps, pour l'origine de l'incendie, pour la question des normes. Tout cela va aller concomitamment par de nombreux experts qui vont travailler sur ce dossier et aussi en coopération certaine, je n'en doute pas, avec les pays dont sont originaires les victimes qui sont étrangères. La France peut dépêcher très bien des officiers de police judiciaire. Il peut y avoir une coopération par l'intermédiaire des institutions européennes comme Eurojust, Europol, qui vont effectivement servir de lien. D'ailleurs, est-ce que les expertises, je regarde en même temps Christian Flech, mais est-ce que les expertises françaises sont identiques aux expertises suisses pour justement la détection de ces éventuelles traces ADN, les différentes lectures scientifiques qui sont faites pour identifier les corps? Oui. Le profil ADN. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose à la Suisse, en gros, pour le dire beaucoup plus simplement? Alors, on peut apporter nos profils génétiques qui sont dans nos fichiers génétiques. Donc, bien sûr que si la Suisse a des profils génétiques de victimes non identifiées, la police, le fichier national automatisé des empreintes génétiques peut avoir ces traces-là et donner une identification. Mais les process, le travail est le même, que ce soit côté suisse ou côté français. Du travail, effectivement, c'est le même niveau. Je voudrais accueillir avec nous Frédéric Philippin, qui est en visio depuis la Suisse. Bonsoir monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Canal 9, qui est une télévision locale suisse. Vous avez suivi comme nous, bien sûr, et comme j'imagine la quasi-totalité de la population suisse, les événements qui viennent de se dérouler, cette conférence de presse. On se disait que les autorités suisses distillent très peu d'informations pour le moment. On a tous bien compris que ça va être très très long de comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce bar, dans cette nuit de la Saint-Sylvestre. Ouais, les autorités suisses extrêmement prudentes, comme vous pouvez vous en douter. Alors, on sort à l'instant de la conférence de presse avec la représentante du ministère public, valaisan, qui nous a dit que la priorité numéro 1, avant d'établir les causes, c'était d'identifier les corps, d'identifier les cadavres, de pouvoir contacter les familles concernées. On imagine que ces familles, elles sont en Valais, mais pas seulement. Il y avait de nombreux touristes français, italiens, anglais, allemands, voire des pays du Golfe dans la station. Ça, c'est la priorité numéro 1. Il y a 41 morts à l'heure où je vous parle. Il y a 115 blessés, dont la grande majorité sont dans un état grave. Et puis en priorité numéro 2, elle nous l'a bien dit et répété plusieurs fois, eh bien, ça sera l'enquête qui devra déterminer les causes. On a écarté un acte intentionnel, un acte terroriste. Apparemment, c'est le feu qui a pris, suivi d'une sorte d'embrasement général dans ce lieu. Il faudra savoir maintenant d'où est venu ce feu, en effet. Frédéric Philippin, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est vrai qu'on connaît mal cette station de Crans-Montana et encore moins, bien sûr, cet établissement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bar, le Constellation, qui s'est embrasé la nuit dernière?
Alors, Crans-Montana, c'est une station de ski, hein, le ski à la montagne, en Valais, bien entendu. Vous dire une première chose, un premier chiffre, que l'année, normalement, c'est 10 000 habitants. On double pendant la saison d'hiver, donc 20 000 personnes qui vont se côtoyer à Crans-Montana, de nombreuses nationalités. Ce bar, cet endroit, c'est un endroit qui a été ouvert, qui est ouvert toute l'année, mais qui a été ouvert pour l'occasion, notamment pour fêter la Saint-Sylvestre. Il a accueilli des jeunes gens, parfois très jeunes, même si on ne nous a pas donné l'âge des victimes. Mais effectivement, c'est un lieu où se réunissent les jeunes. C'est assez coté, hein, Crans-Montana en Valais, tout comme l'est la station de Verbier. C'est un petit peu plus loin, dans une autre vallée valaisanne. Mais c'est un endroit festif. C'est un endroit où on va faire la fête. Et malheureusement, cette fête, elle s'est terminée hier soir en tragédie. Justement, une des pires tragédies de l'histoire suisse, hein, disait le président Guy Parmelin, qu'on réentendra dans un instant. Les proportions, elles sont déjà énormes, mais on imagine que côté suisse, cette affaire, elle va continuer de prendre des proportions considérables avec ses causes, ses responsabilités qu'il faudra trouver et engager. Ouais, puis imaginez-vous, c'est énorme, effectivement, à l'échelle du Valais, c'est un petit village. Hein, le Valais, c'est la moitié d'un quartier de Paris, c'est 350 000 habitants. La Suisse, c'est un petit village aussi, à l'image de la France ou d'autres pays. C'est peut-être la plus grande tragédie, ou l'une des plus grandes tragédies, non seulement du canton, mais de l'histoire de la Suisse aussi. On est un canton, si vous voulez, qui connaît pas mal de tragédies liées au climat. Alors l'hiver, eh bien, c'est des avalanches qui emportent des skieurs. On a le Rhône, hein, qui traverse le canton. Parfois, il déborde avec des victimes à la clé. On a des éboulements de terrain aussi. Mais c'est vrai qu'une tragédie de ce type-là, accidentelle, hein, si j'ose dire, eh bien, c'est une première fois dans le canton. Et en effet, eh bien, il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour identifier les causes de la tragédie. Frédéric Philippe, un rédacteur en chef de Canal 9, qui est de la télévision locale suisse. Merci beaucoup d'être intervenu sur CNews et Europe 1 en direct ce soir. On parlait du président Guy Parmelin. Je voudrais que vous réentendiez, si vous n'étiez pas avec nous, et notamment, je pense aux auditeurs d'Europe 1, l'une des prises de parole sur ce drame par le président suisse tout à l'heure. L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connues. C'est avec une grande émotion que le Conseil fédéral a pris connaissance de cet événement et c'est en son nom que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Les faits qui se sont produits cette nuit dans cet établissement public constituent un drame d'une ampleur inédite, effroyable. De nombreuses vies, jeunes pour la plupart, ont été perdues. Une centaine de personnes ont été blessées, souvent grièvement, et derrière ces chiffres, il y a des visages, des prénoms, des familles, des destins brutalement interrompus ou à jamais bouleversés. Voilà, et le président qui a annulé d'ailleurs, Hélène Roé, hein, son allocution annuelle de vœux, tant la situation est dramatique. Le pays qui, je le répète, vit l'une des pires tragédies qu'il ait connues. C'est la sidération qui prime de l'autre côté des Alpes. Oui, c'est une des premières choses, effectivement, que le chef de l'État suisse a dit, c'est-à-dire qu'il a effacé ses vœux. Ça devait être à midi aujourd'hui. Et cela dénonce, en fait, l'ampleur du traumatisme national que sont en train de vivre les Suisses. Et c'est un traumatisme national qui, comme on l'a dit aussi, est en train de devenir international de par le caractère international de la station. On voit, alors c'est intéressant aussi, la France, l'Allemagne et l'Italie ont proposé d'accueillir des blessés, évidemment, au sein des hôpitaux. Là, on voit effectivement une solidarité européenne, c'est bien. Mais effectivement, oui, l'ampleur du traumatisme national, on le voit dans la prise de parole du président. Là, évidemment, tous les Suisses là, passent la journée évidemment, devant la télévision. Évidemment. Le président Macron qui a témoigné également son soutien, profonde émotion après l'incendie de Crans-Montana pour Emmanuel Macron. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés, à la Suisse, à son peuple, à ses autorités. J'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. Christian Filet, je rappelle que 2 Français sont concernés. Au minimum, puisque, encore une fois, on a bien compris que le contexte et la situation, notamment de certains corps ou de certains blessés, rendent les identifications pour le moment absolument impossibles. Rappelons-nous ce contexte. Une explosion à 1h30 du matin, dans un contexte où les gens étaient en train de célébrer, de faire la fête. On est dans un contexte de catastrophe qui est
très compliqué à gérer pour les secours, avec une intervention, une mobilisation qui doit être instantanée, alors qu'on peut imaginer, on peut décemment imaginer que bien sûr qu'il y a des équipes de secours sur le qui-vive à chaque instant dans un pays comme la Suisse, mais que certains sont peut-être pas mobilisés à ce moment-là, sont en famille et qu'on a des effectifs qui sont un petit peu réduits à ce moment-là. Il faut mobiliser en un instant donné toutes les forces possibles. Ça veut dire d'abord que tout ce qui a été dit sur la nuit de la Saint-Sylvestre en France trouve sa justification aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir, au moment où il y a des festivités un peu partout dans le pays, des gens qui sont mobilisés, c'est-à-dire qui sont présents sur le terrain. Ensuite, 2 points. Premièrement, les forces de police de tous les pays, les forces sanitaires de tous les pays ont des plans. Donc ces plans, c'est des plans d'organisation et de montée en puissance. Dans les organisations, vous avez des gens qui sont de permanence, c'est-à-dire qui sont présents sur le terrain, et des gens qui sont d'astreinte. Et puis ensuite, dans des situations exceptionnelles comme celle-ci, et c'était le cas pour la police judiciaire quand j'y étais, il y a des gens qui viennent spontanément aussi de chez eux pour renforcer s'il y a besoin. Il y a un sujet d'organisation, notamment, je pense, sur les hôpitaux. On ne peut pas mettre dans les hôpitaux les plus proches, il faut aussi évacuer au loin. Donc manifestement, les autorités suisses ont dit qu'ils allaient transférer des blessés dans les hôpitaux. On a parlé de Lausanne, il y a déjà l'hôpital du Valais, évidemment, qui a été réquisitionné, l'hôpital de Sion, on parle de Lausanne, et pourquoi pas des hôpitaux alentours également. Il y a aussi des pays étrangers où on est prêt. Si on est dans des situations de grands brûlés, il y a quand même des services qui doivent être extrêmement spécialisés pour gérer des grands brûlés. Ça ne peut pas être l'hôpital du coin. C'est ça. Crans-Montana, où nous retrouvons Olivier Madinier, envoyé spécial pour CNews. On rappelle, évidemment, aux téléspectateurs, encore une fois aux auditeurs qui nous rejoignent, que l'enquête en est à ses prémices, que pour l'instant en conférence de presse, les explications n'ont pas été fournies, mais selon les premiers témoins, ce seraient des bougies d'anniversaire qui auraient enflammé le plafond. On y reviendra avec Michel Chevalet qui est présent également sur le plateau, je le précise aux auditeurs d'Europe 1. La piste criminelle est écartée, ça c'est officiel. Atmosphère extrêmement lourde alors qu'on le voit et on se faisait la réflexion de ce paradoxe tout à l'heure, on le voit sur vos images de nuit, ces lumières de fête de fin d'année, de Noël qui continuent de briller malgré le drame et les bâches qui recouvrent le théâtre de ce drame. Oui, absolument, c'est tout le paradoxe. Nous sommes dans une station de ski. Il y a une ambiance, en tout cas, il y avait jusqu'à hier soir une ambiance festive. Beaucoup de gens venaient du monde entier, sont venus du monde entier, viennent régulièrement dans cette station un peu jet-set de Crans-Montana. Et il y a des gens qui viennent du Golfe, il y a des gens qui viennent de l'Europe de l'Est. Et beaucoup de ces touristes nous disaient combien ils avaient été choqués par ce qui s'est passé la nuit dernière. Beaucoup même hésitaient à écourter leur séjour et rentrer dans leur pays respectifs. Alors beaucoup de badauds aussi viennent à proximité du périmètre de sécurité, ce périmètre de sécurité très large qui est encore en place à l'heure où je vous parle. De grandes bâches blanches recouvrent les façades du Constellation, ce bar où a eu lieu cette catastrophe, parce que les enquêteurs sont encore en train de travailler et vont probablement encore travailler de longues heures ici. Il est sur place à Crans-Montana, plusieurs heures maintenant, donc après ce drame qui s'est déclaré, cette explosion à 1h30 du matin. Michel Chevalet, je le rappelle, vous êtes avec nous, notre expert des questions scientifiques. On se pose tous cette question, 2 questions même, j'ai envie de dire. Comment un lieu comme celui-là, une discothèque, un bar, j'ai pas exactement la qualification de ce que c'est, mais en tout cas ce lieu de fête, comment peut-il prendre feu comme cela en quelques secondes? Et une autre question que je me pose, comment un incendie, un embrasement peut-il générer une déflagration, une explosion comme celle qui a été entendue et vécue par les victimes? Alors, c'est vrai qu'on est perplexe, évidemment, avec le peu de données que l'on a. On se base simplement que sur des témoignages, pour l'instant, sur quelle était la situation, comment était équipée cette cave, puisqu'on est dans une cave. Il faut faire attention aux mots. On parle. Alors, il y a plusieurs niveaux, apparemment. Voilà. C'est pas, si vous voulez, c'est pas une boîte de nuit. C'est un bar attenant à un établissement. Il y avait 2 bars, je crois. Il y en avait un en haut et puis un en bas. On parle dans une cave. Il y a le mot cave, donc qui a été aménagé. Et donc les normes de sécurité, à mon avis, ne sont pas forcément les mêmes que celles d'un établissement ouvert au public avec des normes de sécurité, c'est-à-dire la ventilation, les revêtements inifugés, l'éclairage aussi de secours, et puis les sorties de secours. Donc on ne sait pas.
tout le monde parle. C'était une cave, le plafond était bas, il y avait un escalier assez raide pour descendre. C'était pas fait pour évacuer beaucoup de gens à la fois. Et le nombre de gens, on parlait toujours de 200 personnes, c'était le chiffre qui a été retenu. Et finalement, sur les déclarations actuellement, on parle de 40 victimes. Reconnu actuellement, de 40 victimes. 40 personnes décédées. On va trouver dans les décombres. Le journaliste suisse qui était avec nous a précisé 41 victimes, mais les autorités ont parlé d'une quarantaine de victimes. 40 et une centaine, 115 blessés, dont la plupart très grièvement. Vous voyez, vous approchez bien des 200. Et les 200 dans une cave, on devait être très serré. Oui, je parodie, mais c'était festif. Et c'était festif, donc on fait... Et les témoins disent, on avait allumé une espèce de pyramide sur laquelle, vous savez, on empile les verres, on met les bouteilles de champagne, et puis on allume pas des bougies, mais ce sont des petits jets, si vous voulez, d'étincelles, en quelque sorte, et qui ne sont pas homologués, mais qui ne doivent pas communiquer le feu, puisqu'on les autorise sur un gâteau d'anniversaire. On les met dans un restaurant. Donc c'est pas interdit. Vous voyez, si c'est ce type d'événement, on ne comprend pas comment ça a mis le feu. C'était proche, disent des témoins, du plafond. D'ailleurs, pardon, je ne sais pas si ma question est complètement stupide, mais c'est vrai que quand on utilise ces petites bougies qui scintillent sur les gâteaux ou sur autre chose, on se dit souvent qu'on peut mettre la main autour et qu'on ne ressent aucune brûlure. Donc je me demande comment ça peut générer un feu si, quand on met la main, on ne ressent pas de chaleur ou qu'il n'y a pas de flamme qui est propagée. Alors, ce qui compte, il faut faire la distinction entre la température et la quantité d'énergie. Ce qui compte, c'est pas la température, c'est la quantité d'énergie. D'accord. Ces petites étincelles que vous avez, il n'y a pas assez de quantité de matière, il faut mettre assez d'énergie pour pouvoir vous brûler. Vous voyez, à température égale... Et ça peut inflammer. À température égale, mettons à 800 degrés, vous prenez un morceau de charbon, vous vous brûlez, parce qu'il y a de la matière. À 800 degrés, une petite étincelle, vous ne vous brûlerez pas. D'accord. Ce qui compte, c'est la masse. La densité. Voilà, l'énergie. Donc, semblerait-il... D'après les témoins, toujours, le feu serait parti au moment où on a allumé cette espèce de pyramide proche du plafond. Quels étaient maintenant ensuite les matériaux de revêtement des parois et du plafond? Est-ce que c'est un décor qui avait été mis spécialement? Et là, on ne sait pas. Mais tout le monde, les témoins disent toujours, encore une fois, le feu a pris, ça s'est très vite propagé au plafond, et le plafond a pris feu. Et alors, à partir de là, c'est fini, parce que vous avez dégagé de gaz très chaud, énorme. Et là, deuxième question, il y a eu, dans la panique, évidemment, les gens cherchaient à fuir, la bousculade, je passe, mais il y en a qui ont cassé des carreaux, des vitres, pour essayer de fenêtres. fuir. Et à ce moment-là, c'est l'appel d'air. Donc il faut de l'oxygène. Et donc quand vous avez des gaz de combustion qui n'ont pas brûlé, qui ont été gaz toxiques, puisque souvent il y a du cyanure dedans, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle le blast, ce que disent les pompiers, avec l'apport d'oxygène, on se transforme non plus en flamme, mais boum, en brusque explosion, avec les dégâts que ça donne. Donc c'est un enchaînement infernal, si vous voulez. Et en résumé, il semblerait que tout tourne autour d'eux. Est-ce que ces lieux étaient faits pour recevoir autant de public, avec quelles normes de sécurité? Et c'est toutes les questions que poseront les enquêteurs, que se poseront les enquêteurs et auxquelles les victimes, les proches demanderont des réponses les plus rapides possibles, même si on sait que l'enquête peut prendre beaucoup de temps, notamment dans des cas comme celui-là. C'est peut-être le président qui a eu les mots qu'il fallait à la fin, parce qu'il a Joseph posé Touvenel. Toutes ces questions. Et rappelez-vous, il a terminé son intervention, c'est le temps de la prière, du courage et de la dignité. C'est-à-dire que dans ce genre de drame, on en revient vite à l'essentiel. La prière pour le croyant, mais... et le courage et la dignité, effectivement, pour ces familles, il faut du courage et il faut de la dignité face à la mort. Parce qu'on a entendu beaucoup de témoignages qui parlent de scènes absolument glaçantes, quasiment indescriptibles. On a tous en tête ce que peut représenter l'image de corps brûlés, de personnes qui tentent de sortir tant bien que mal de cet endroit où des mouvements de foule sont peut-être intervenus. On avait des témoignages, je vous le disais, glaçants tout à l'heure. Je vous propose d'écouter et de regarder ce sujet de Sharon Camara sur les différents témoignages que l'on a pu compiler ces dernières heures. Quelques heures après l'incendie du bar Le Constellation, ces témoins encore sous le choc décrivent une scène d'horreur. Il y avait des gens qui criaient et puis voilà, des gens allongés par terre, probablement mortes. J'ai vu énormément de gens qui se marchaient dessus, des gens par terre. Il y avait des personnes que franchement, je pourrais pas vous dire, j'arriverais pas à reconnaître si c'était un homme ou une femme.
Et beaucoup de jeunes personnes, en fait. C'était même pas des personnes qui avaient plus de 25 ans, quoi. Ce bar de Crans-Montana, dans le canton du Valais, était fréquenté par un public très jeune, venu ce soir-là célébrer le Nouvel An. L'établissement pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes et 40 en terrasse. Pour Denis, qui y a déjà travaillé, le feu pourrait être parti du sous-sol où certains événements étaient organisés. Quand un client ou des clients posaient des grosses bouteilles comme des grégouses, etc., on avait pour habitude de faire une sorte d'animation pour apporter les bouteilles sur la table. Donc ça nous arrivait qu'on prenait les serveuses sur les épaules et avec des fusées pour les bouteilles. Et donc voilà, c'est vrai qu'on était... Moi je pense que ça en faisait partie, parce que quand j'y étais, je dis que c'est quand même un peu dangereux si ça arrive. Les fusées qui touchaient quasiment le plafond. Le bilan est très lourd. Le chef du département suisse de la sécurité parle d'une 40aine de morts et de 115 blessés. Une des pires tragédies qu'ait connue son pays. Il va falloir des semaines, Georges Fenech, pour l'identification des corps. On en parlait, cette coopération internationale qui va avoir lieu, on s'en doute aussi, parce que les autorités nous ont expliqué, et on le comprend aisément, que la fréquentation du lieu fait que pas mal de nationalités sont touchées. On sait déjà que 2 Français sont grièvement blessés. Le bilan pourrait s'alourdir. Des Italiens sont impliqués, également des Suisses évidemment également. Et puis il y aura le temps, là encore, pour plusieurs semaines de latence, d'inquiétude, de questions, le temps de la responsabilité, des explications, du pourquoi et à qui la faute. À qui la faute, parce qu'il y aura forcément des responsabilités à identifier. Bien sûr, si l'hypothèse émise par Michel Chevalet à partir des témoignages simplement que nous avons est vraie, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 200 personnes dans une cave qui n'était pas, disons, l'usage à accueillir du public en nombre, ça pose une énorme question de responsabilité des propriétaires de l'établissement. Déjà, il y a cette question-là. Après, effectivement, l'enquête maintenant, enfin l'urgence en tout cas, à l'instant, c'est l'identification des corps. Et là, il y aura sans aucun doute une coopération très étroite entre les différents pays concernés de par la nationalité des ressortissants. Donc il y a certainement la France, nous le savons, il y a sans aucun doute l'Italie, sans doute les États-Unis et d'autres pays, peut-être des pays. Vous imaginez, peut-être des pays moyen-orientaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de moyen-orientaux aussi qui ont des chalets somptueux. Ça a été évoqué pendant la conférence. Oui, donc il va y avoir une coopération internationale qui sera sans doute coordonnée, j'imagine, bien sûr par les Suisses, mais également par des instances internationales comme Europol, Eurojust, qui vont être chargées de liaison entre toutes ces demandes. Et on fera appel, bien sûr, non seulement aux hôpitaux pour les secours, les grands brûlés en France notamment, peut-être en Allemagne ou en Italie, mais également, effectivement, pour la recherche et l'identification des corps. Ils feront sans doute aussi appel, comme l'a très bien expliqué M. Flech, avec la PJ, les laboratoires, le FNEG, le Fichier national des empreintes génétiques, l'exploitation des dents éventuellement. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour ça. Et je n'ose même pas imaginer l'angoisse, ce sentiment de solitude totale des familles qui sont sans nouvelles d'un proche, mais auxquelles les autorités ne peuvent pas répondre. Ne peuvent pas dire oui, votre enfant, votre proche fait partie des blessés ou des personnes décédées ou des personnes disparues, que sais-je, parce qu'on est incapable d'identifier les corps. Et ça, c'est une attente qui est une éternité pour les familles concernées. Exactement. Donc moi, je vous encourage simplement à la prudence sur les causes, parce que pour l'instant, on a des témoignages qui sont très fragmentaires et que, bien sûr, les blessés vont donner leur témoignage aussi. Bien sûr, on aura sans doute, et c'est ce qu'évoquait peut-être la procureure générale, peut-être il y a des films dans les téléphones qui ont été saisis qui permettront de savoir exactement ce qui s'est passé. On n'est absolument pas sûr qu'il y ait 200 personnes dans cet endroit-là, parce que ça a l'air d'avoir brûlé sur plusieurs niveaux aussi. Donc, il faut être très prudent aussi. On est en train de parler sur un sujet qui est très lourd. Et sur les causes, je crois que pour l'instant, on ne sait rien. Et je précise à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que les bribes d'informations, si on peut appeler ça des informations de témoignages que nous avons, sont basées sur des gens qui étaient à l'intérieur et qui relatent donc des bougies, enfin des petits objets combustibles sur des bouteilles de champagne et des verres qui auraient pu toucher le plafond. Tout cela est à mettre au conditionnel et ne fait pas état de preuves et d'explications, mais seulement de témoignages qui parviennent au compte-gouttes et qu'on relate sans en dire que
c'est une vérité établie sur les causes de ce drame. Et sur le nombre de personnes dans la pièce aussi. Exactement. Et je vous le dis d'autant plus que j'ai toujours été face à des situations comme ça, où je vois dans la presse des témoignages qui sont apportés, où on en tire des conséquences. Il faut être très prudent, et c'est très grave pour les gens qui écoutent aussi. Évidemment. Donc, on est très prudent là-dessus. Et bien sûr que les familles ont envie de savoir à la fois ce qui s'est passé, mais aussi si leur proche est parmi les victimes. Et c'est ça qui est le plus terrible. C'est le plus compliqué. On n'a pas forcément besoin d'ailleurs d'aller dans un pays étranger. On a besoin de savoir, par exemple, où la personne a dormi, de façon à récupérer peut-être sa brosse à dents, sa brosse à cheveux, pour avoir un profil ADN de cette personne, parce qu'on va pouvoir comparer les profils des personnes qui ne sont pas réapparues dans leur hôtel avec les corps qui ont été trouvés. Mais encore une fois, ça prend du temps, et il y a ce sentiment d'impuissance. Les familles qui sont à l'étranger, qui plus est, il y a cette distance qui... Et on n'a pas le droit de se tromper quand on dit à une famille, votre personne, votre proche est vivante, mais dans un état grave à tel hôpital, ou alors votre proche est mort. On n'a pas le droit de se tromper. Ça va prendre du temps, et bien sûr, tout le monde va essayer d'aider là-dessus, mais ça prendra du temps. On va aller rejoindre notre correspondant européen sur place dans un instant. Juste Hélène Rouet qui voulait apporter rapidement, une précision. Rapidement, on a une ou deux informations concernant les propriétaires donc c'est un bar qui s'appelle le Constellation, donc à Crans-Montana. C'est un couple de Français et ils sont également propriétaires de 2 autres établissements. Et juste pour savoir, donc hier soir... Dans le même secteur ? Absolument, dans le même secteur. Et selon les dernières informations qu'on a, donc elle était présente hier soir aux Constellations. Elle a été blessée au bras. On ne sait pas si elle fait partie des 2 Français blessés identifiés par le Quai d'Orsay pour l'instant. Et lui, en tout cas, n'était pas présent. Il était dans un des autres 3 établissements dont ils sont tous les 2 propriétaires. Merci pour les précisions, Hélène Rouet. Jean-Luc Boujon est avec nous, reporter pour Europe 1. Vous êtes sur place à Crans-Montana. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Punchline en direct, donc sur CNews et sur Europe 1. On a vécu ensemble tout à l'heure cette conférence de presse, et on parlait de ce caractère très comment dirais-je, prudent des autorités suisses quant à l'origine de ce drame. Et d'une certaine façon, les autorités suisses ont absolument raison. La procureure l'a dit, on n'en est qu'au début de l'enquête, et cette enquête est très difficile. Tout a été carbonisé, évidemment, on n'a pas pu s'approcher, tout est bâché, et le périmètre de sécurité est assez éloigné. Mais on imagine et on sait que tout a été carbonisé, et puis évidemment, il y a les identifications des corps. Donc, il y a des hypothèses, vous l'avez dit, qui remontent par des témoignages, par des petites vidéos, par des photos également, qui montrent effectivement cette serveuse qui serait montée sur les épaules d'un autre serveur avec ces fameuses bougies étincelantes. Ça se pratique énormément dans toutes les boîtes de nuit de Suisse, de France et d'ailleurs. Donc évidemment, ce sont des choses que vont prendre en compte les enquêteurs suisses, c'est une évidence, mais pour l'instant, grande prudence, parce qu'on n'en est vraiment qu'aux premières heures et que l'enquête, elle est minutieuse, elle est difficile. La police scientifique est sur place depuis un moment. À ma connaissance, les techniciens y sont encore, vont peut-être y passer une partie de la soirée, une partie de la nuit. La seule certitude qu'a avancé tout à l'heure la procureure, c'est de dire que il y avait eu la déflagration était consécutive à l'incendie. L'incendie a commencé, le plafond s'est embrasé, et puis c'est sans doute ensuite la masse de gaz avec les fumées qui a provoqué cette déflagration. Ça, c'est l'hypothèse privilégiée, a-t-elle dit. C'est à peu près la seule certitude qu'elle veut bien admettre ce soir. Jean-Luc Boujon, pardon, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur place à Crans-Montana, mais on a bien compris, c'est une station de ski, c'est 10 000 habitants à l'année, 20 000 pendant les périodes hautes, comme on dit. On parle d'un village, là, clairement. J'imagine que depuis que vous êtes sur place, il y a cette sidération latente autour de vous, et que j'imagine que dans une station comme ça, dans un endroit aussi restreint, aussi petit, chacun connaît de près ou de loin quelqu'un qui était sur place à la soirée, qui n'était pas loin, qui avait un ami, et que ce drame, il est sur toutes les lèvres depuis la nuit dernière. Oui, parce que ils étaient nombreux, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Et puis, c'est une des boîtes les plus connues, un des bars festifs les plus connus et les plus renommés ici,
qui visait plutôt une tranche d'âge assez jeune, entre 15 et 20 ans. Apparemment, quand on a 23-25 ans, on va ailleurs. Mais ça, c'est plutôt voilà, les premières sorties des jeunes. Apparemment, en bas, il y a un billard, il y a des baby-foot, il y a des jeux où on peut faire de la boxe, vous savez, quand on tape sur un point, un peu comme dans les fêtes foraines. C'est vraiment adapté, on va dire, à un très jeune public qui commence à sortir. Et effectivement, tout à l'heure, on pouvait voir, alors il y avait des gens qui continuaient à skier, et puis il y avait cette rue centrale complètement bâchée, ce périmètre, et tous les gens venaient, prenaient des photos, se recueillaient. C'était très calme, c'était très respectueux. Des gens sont arrivés avec des bouquets, ils en ont déposé. Et puis il y avait des gens aussi qui ont été, et dont on a pu recueillir les témoignages, qui avaient été témoins hier, soit qui ont réussi à sortir indemnes, parce qu'ils étaient en haut, au-dessus de ce bar qui était situé au sous-sol, soit des gens qui essayaient de rentrer dans cette boîte, mais apparemment le ticket d'entrée était assez élevé, ils n'ont pas pu, et donc ils ont vu tout ce qui s'est passé, et c'est comme ça que nous avons pu recueillir des témoignages très très intéressants sur ce qui s'est passé, sur ces gens qui sont sortis, qui ont pris des chaises pour casser les vitres, qui sont sortis. Alors les témoins nous décrivent des images assez insoutenables, avec beaucoup de brûlures, des vêtements brûlés qui ont fondu, des chaussures, enfin des choses que moi-même j'ai du mal à vous exprimer. Voilà, des images assez insoutenables, des scènes de films d'horreur, de cauchemars. Ils m'ont parlé de zombies qui parfois criaient, parfois étaient silencieux. Enfin, c'était très très difficile. Et tout le monde vient vers ce point-là, au centre de Grand Montana, voilà, dans beaucoup de recueillement, beaucoup de respect, parce que c'est un drame qui a touché cette station, qui est une station UP, mais qui est, vous l'avez dit, effectivement un village de montagne. Et dans ces villages de montagne, eh bien, effectivement, les gens se connaissent, même si voilà, c'est une station qui draine beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'Italiens aussi ici. Voilà, il y a quand même cet esprit montagnard, et puis on est entre nous, voilà, une solidarité aussi qui s'organise. Est-ce que vous sentez déjà, alors que, et le président lui-même l'a exprimé dans cette conférence de presse, qu'on est à l'heure du recueillement, des prières pour ceux qui croient et d'unité, est-ce qu'on peut décemment imaginer une polémique considérable qui va monter autour de ce drame en Suisse et des responsables qu'il faudra rapidement désigner ? On est en Suisse, et c'est un détail qui a son importance. Si vous avez suivi un petit peu la conférence de presse, il y a toujours beaucoup de prudence, beaucoup de modération, beaucoup de respect, toujours une attention aux familles, toujours des mots beaucoup de déférence, etc. Donc oui, polémique, mais je ne pense pas qu'il y ait une polémique aussi violente qu'il pourrait y avoir dans notre pays. On est en Suisse, et il y a une forme de modération suisse qui fait que s'il y a une polémique, elle sera plus feutré, je dirais. Voilà. C'est peut-être un réflexe un peu trop franco-français que j'ai eu. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour vos informations, Jean-Luc Boujon, pour la rédaction d'Europe 1 en direct sur Europe 1 et CNews.